La conférence, on avait, je crois, 150 inscrits. Donc, il y a encore des gens qui doivent arriver. Bonjour. Bonjour Pierre, bienvenue. Bonjour Agnès, vous allez bien? Oui, ça va. Pour ces derniers jours de confinement. C'est Bon. ça. J'attends, allez, 1 minute, on commence à 12h03. Rose-Marie lancera l'enregistrement. Et tout le monde nous rejoindra à destination de tout le monde, des habitués. Vous connaissez les règles, donc il faut évidemment couper son micro pour éviter des interférences et puis poser les questions sur le chat. Voilà, je vois des bonjours qui s'affichent. Donc vous êtes désormais habitués et on posera les questions au fur et à mesure à Maître Diguier. Allez, 12h03, je commence. On est 50, 54, 55, ça monte. Donc on va y aller. Je vous souhaite évidemment la bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par la FFF, consacré cette semaine au droit du travail. Nous avons fait le 24 mars, donc il y a de ça désormais une éternité, un webinaire consacré exclusivement à l'activité partielle, puisque c'était évidemment le sujet, une des mesures phares annoncées par le gouvernement comme soutien aux entreprises. Et il nous a semblé important, je dirais même capital, de vous proposer aujourd'hui un webinaire qui balaye les mesures phares à bien avoir en tête aujourd'hui, à la veille du déconfinement de lundi. À la veille aussi du retour de vos salariés en poste. Alors, nous avons demandé à Maître Pierre Odiguier, que je remercie très vivement d'avoir accepté l'invitation, avocat associé au cabinet DMD Avocats, spécialiste en droit du travail, de bien vouloir intervenir sur le sujet. 3 parties: comment aménager le temps de travail des salariés, quid du dispositif d'activité partielle. Il y a eu évidemment beaucoup d'actualités ces 2 derniers mois. Le dispositif a été largement aménagé et il nous a semblé impératif de vous faire un point à date sur les mesures en vigueur. Et puis, une 3e partie sur ce déconfinement. Comment assurer, vous, employeurs, la santé et sécurité de vos salariés dans le cadre de ce déconfinement? Un protocole dont nous allons parler qui a été publié dimanche soir par le ministère du Travail, des protocoles et également des guides métiers publiés depuis quelques semaines sur le site du ministère du Travail. Nous allons évoquer ces questions ensemble. Je vais laisser immédiatement la parole à Pierre Odiguier. Voilà, si vous avez des questions, vous les posez par le chat. On essaiera de regrouper éventuellement. Pierre, c'est vous qui me direz, mais je pense après chaque intervention, chaque partie, les questions afférentes. Voilà, je vous laisse la parole sans plus attendre et je vous remercie encore très vivement. Merci pour cette invitation et de me laisser la parole sur différents sujets relatifs au droit du travail. Je ne doute pas que vous avez sûrement de nombreuses questions à poser. Alors plutôt que d'y répondre au fur et à mesure, parce qu'il est possible que j'y réponde déjà dans mon exposé, vous verrez, il y a un PowerPoint que je vais vous présenter assez détaillé. Je me propose d'y répondre à la fin de chaque thème et Agnès Parent permettra peut-être de jouer le rôle de modérateur puisqu'elle a déjà eu connaissance du contenu de mon intervention. Et puis on verra ensuite même en fin d'intervention si vous avez des questions sur d'autres sujets. Et si je suis en mesure d'y répondre, je le ferai avec plaisir. Si je vous dis si je suis en mesure d'y répondre, c'est que disons que la réglementation évolue quasi quotidiennement. C'est un peu fatigant. Nous attendons chaque matin la publication officielle au journal officiel des textes de la veille et ces textes sont à chaque fois nombreux. Et le droit du travail est presque la matière, en tout cas juridique, la plus impactée. Alors, je commence sans plus attendre avec quelques mots d'introduction. Je vais les passer au fur et à mesure. Et puis, en fin d'intervention, parce que vous ne l'avez pas eu avant, vous aurez accès au PDF de mon intervention. Donc, vous pouvez prendre évidemment des notes, mais tout ce contenu qui s'affiche devant vous, vous le recevrez ensuite en ayant participé à ce webinaire, vous le recevrez par email.
Alors, depuis bientôt 2 mois, nous sommes effectivement pas le 17 mai, mais enfin on s'en rapproche, début du confinement, il y a eu beaucoup de textes, 40 ordonnances, décrets et arrêtés. Je pense que c'est considérable, j'ai rarement vu cela. La seule fois où j'avais pu voir cela, c'était lorsque le président Emmanuel Macron était arrivé au pouvoir et on avait eu des ordonnances aussi en septembre 2017 qui étaient très très denses. Il avait fallu adapter notre pratique très rapidement. Là, on évolue un peu au jour le jour et on a de nouvelles règles qui apparaissent au jour le jour. Et au-delà des textes officiels, il y a aussi la communication gouvernementale. Alors, je vais parler de la communication officielle, parce que la communication dans les médias, moi, elle m'intéresse peu. Les effets d'annonce peuvent être contestés le lendemain, et puis le ministère du Travail ne dit pas la même chose que le ministère de l'Économie ou de la Santé, vous avez pu vous en rendre compte. En revanche, s'agissant du droit du travail, nous avons quand même maintenant à disposition, sur le site du ministère du Travail, pas mal de choses, des guides, des circulaires, des notes, des questions-réponses, pour certains très détaillés, plutôt bien faits, qui sont assez complets. Et cette documentation est ouverte à tous. Je suppose que pour certains, vous avez pu déjà en prendre connaissance. Ces documents permettent quand même de répondre à un certain nombre de questions pratiques et sont assez utiles dans le cadre de la gestion du personnel au quotidien. Et toute cette réglementation spécifique qui s'est mise en place depuis 2 mois, elle n'a pas vocation à disparaître le 11 mai ou le 2 juin si l'on considère que le véritable déconfinement aura lieu 3 semaines après. Non, il va falloir s'y faire, il va falloir appliquer ces nouvelles règles dans le temps. Par exemple, pour l'activité partielle, sachez que les règles en l'état applicables jusqu'au 31 décembre 2020. Nous avons une loi d'état d'urgence sanitaire qui courrait jusqu'à présent jusqu'au 24 mai. Cet état d'urgence va être renouvelé à tout le mois et prolongé jusqu'au 10 juillet. C'est en cours de validation par l'Assemblée nationale. Et je pense même qu'il pourrait être à nouveau prolongé jusqu'à la rentrée scolaire en septembre 2020, peut-être après, je l'espère, pas trop longtemps. Donc, vous avez toute cette réglementation un peu spécifique qu'il faut digérer et qu'il faut appliquer. Puis en parallèle de cela, depuis un peu plus de 2 semaines, est apparue aussi la nécessité pour les entreprises, c'est peut-être pas apparu immédiatement, mais enfin ça s'est quand même bien accéléré depuis une petite semaine, de mesurer et de mettre en place des mesures destinées à assurer la santé et la sécurité des travailleurs, des salariés, à leur retour au travail. Le télétravail reste privilégié, mais un certain nombre de vos collaborateurs vont reprendre leurs fonctions, d'ailleurs c'est peut-être déjà le cas, et vous avez l'obligation d'assurer leur santé et leur sécurité. Alors, dans une certaine mesure, évidemment, c'est une obligation de moyens, j'y reviendrai, mais enfin, ça peut, d'un certain point de vue aussi, être considéré comme une obligation de résultat si l'on considère que vous avez l'obligation de mettre en place un certain nombre, on va dire, de pare-feu ou de garanties ou de consignes qui doivent être respectées. Avant cela, je vais... c'est le plan, je vais le rappeler, mais même si Agnès vous l'indiquait tout à l'heure, mon intervention va se composer en 3 parties. Je vais revenir sur l'aménagement du temps de travail. Ensuite, je ferai un focus à date, et j'insiste sur le à date, un focus sur le dispositif d'activité partielle. Puis ensuite, on reviendra sur les mesures de prévention de la santé et de la sécurité des travailleurs et les plans de déconfinement que vous devez chacun mettre en place et envisager pour lundi, peut-être pour certains un peu plus tard. Je parle évidemment des restaurateurs ou des salariés, des entreprises qui relèvent de l'événementiel. Alors, sur l'aménagement du temps de travail, alors, quelques mots sur la gestion des congés. Toutes ces règles vous sont données pour que vous ayez conscience qu'il est possible aujourd'hui d'aménager le temps de travail des salariés dans le cadre de la reprise de leur activité.
Lundi, vous n'allez pas avoir tout le monde au bureau. Vous pouvez imposer un certain nombre de choses. Vous pouvez suggérer aussi un certain nombre de choses. Et vous pouvez aménager un certain nombre de choses. L'idée est de vous rappeler ces outils qui sont applicables depuis maintenant un certain temps, depuis le début du confinement, et qui me semblent aujourd'hui plus utiles dans le cadre d'une reprise, si on veut imposer des congés ou pas. Alors, petit rappel important, les congés payés sont posés par le salarié, ce qui présente, c'est ce qui se pratique dans la plupart des entreprises, avec l'accord de l'employeur. Mais vous avez la possibilité, enfin plutôt un salarié, les congés qui ont été posés par un salarié avant la période de confinement, donc en février ou au début du mois de mars par exemple, eh bien, ces périodes de congés qui auraient été posées pour le mois, alors d'avril ça nous concerne un peu moins, mais mai, voire juin, eh bien, sont en l'état maintenus. Vous pouvez éventuellement les modifier, mais un salarié ne peut pas aujourd'hui vous imposer de décaler ses congés en vous indiquant par exemple qu'il n'est pas en mesure de les prendre. Ça n'est pas de votre fait si un salarié se retrouve ou s'est retrouvé au mois d'avril ou au mois de mai dans l'impossibilité de prendre ses congés. Et dès lors, vous n'avez pas à accéder à une demande de les décaler. Oui, du solde des congés payés devant être pris avant le 31 mai. Je pense qu'à un moment donné, il a été quand même envisagé du côté des pouvoirs publics de reprendre un pseudo d'activité ou peu d'activité avant le 31 mai parce qu'on avait justement cette problématique des congés. En tout cas, ils ont tenu compte. Évidemment, il y a des raisons de santé. On ne le ferait pas si ça ne l'est pas mieux. Moi, je l'espère. Mais la plupart de vos salariés ont des congés payés qu'il va falloir solder avant le 31 mai. Et on ne peut pas prévoir un mécanisme d'indemnisation ou de report automatique. Comme un accord, on peut reporter les congés, mais on ne peut pas les indemniser. Excusez-moi. Alors, il y aura peut-être une tolérance, mais en tout cas, aujourd'hui, selon la loi, selon le Code du travail, ce n'est pas possible. Et donc, vous devez vous organiser pour que leurs salariés soldent leurs congés d'ici là. Vous avez pu sûrement déjà le faire dans le cadre de la mise en place d'une activité partielle. Je vous invite à continuer à le faire au 31 mai afin de ne pas vous retrouver avec des soldes de congés qui seraient très importants pour la fin de l'année. Encore une fois, ce report n'est envisageable que d'un commun accord, mais enfin, de toute façon, le salarié qui n'a pas pris ses congés les perd au 31 mai et donc son accord sera facile à obtenir. Vous avez la possibilité aussi, retenez-le, de modifier les dates de congés unilatéralement sous réserve du respect d'un délai d'au moins 1 mois. Alors, le Code du travail vous indique, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Donc, moi, dès le départ, j'ai pensé que nous étions précisément dans une hypothèse de circonstances exceptionnelles qui permettait de modifier unilatéralement les dates de congé sans avoir à respecter ce délai d'1 mois. Ce n'est manifestement pas la position du gouvernement qui a considéré qu'il fallait conclure un accord collectif pour modifier unilatéralement la date des congés. Cet accord collectif, alors au niveau de l'entreprise, évidemment, il est difficile à mettre en place parce que ça vous impose de négocier avec les partenaires sociaux. Certains d'entre vous ont des CSE, mais avant cela, certains d'entre vous ont des délégués syndicaux, des représentants syndicaux, et c'est avec eux qu'il faut négocier. Franchement, ça n'est pas évident dans la période actuelle. Négocier avec les membres du CSE, ça n'est pas évident non plus. Et négocier avec des salariés mandatés à défaut de CSE par des organisations syndicales, ça l'est encore moins. Et donc, dans des entreprises de taille, on va dire, relativement réduite, lorsqu'on a moins de 200 salariés, il n'est pas évident de négocier aujourd'hui un accord de ce type. Je vous l'indique quand même, vous avez la possibilité donc de mobiliser 6 jours de congé maximum sans l'accord du salarié. On lui indique non, presque du jour au lendemain, parce qu'il ne faut respecter qu'1 jour franc de préavis qu'il sera en congé, ou de fractionner ses congés. Fractionnement, c'est de morceler finalement les jours de congé, un jour par-ci, un jour par-là, et pas une semaine maintenant. Mais il faut un accord collectif pour cela. Alors, certaines branches ont essayé de négocier. Je vous l'indique à titre informatif.
un accord Syntec, c'est une convention collective, c'est la convention collective des bureaux d'études techniques de franchiseurs qui s'y soumettent aujourd'hui. Eh bien, les partenaires sociaux ont essayé de négocier, mais ils ne sont, à ma connaissance, pas parvenus à un accord. Et donc, aujourd'hui, on applique les dispositions du Code du travail et des frais d'accord. Voilà le point sur les congés. Alors, sur les RTT et les jours de repos, il faut savoir, alors, le régime est totalement différent. L'entreprise qui justifie de difficultés économiques, c'est quand même le préalable obligatoire. Hein. Si votre entreprise ne fait pas face à des difficultés économiques, elle ne peut pas imposer ce que je vais vous exposer maintenant. Donc, l'entreprise qui justifie des difficultés économiques liées à la crise, à la propagation du Covid-19, peut imposer la prise de RTT ou la prise de repos si le salarié a déjà effectué des heures supplémentaires et donc accumulé des repos, un droit à un repos supplémentaire, parce qu'il n'a pas été payé de ses heures ou il n'a pas encore pris ses jours de repos. Ça peut être le cas d'heures effectuées en janvier, février ou mars, par exemple. Ou s'il est soumis à une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année qui lui donne droit à des compensations en temps de repos. Je prends l'exemple des salariés au forfait jour, souvent ce sont les cadres autonomes qui, en contrepartie d'un travail fixé à 218 jours ou un peu moins par an, eh bien, ont droit à des temps de repos et une absence du contrôle du temps de travail au quotidien. Ils ne sont pas soumis aux 35 heures. Ont des jours de repos en plus, des jours de congé en plus, à raison de 8 à 12 jours par an, voire parfois un peu plus ou un peu moins. Là, je parle des salariés qui seraient en convention de forfait en heure. Eh bien, ces jours de repos peuvent être mobilisés immédiatement dans la limite de 10 jours, c'est beaucoup. Hein. On peut également mobiliser les droits affectés au CET. Le CET, c'est le compte épargne-temps. Si certaines entreprises, enfin si certains d'entre vous ont mis en place ce mécanisme, les salariés ont pu cumuler d'année en année des jours de repos. Eh bien, ces jours de repos peuvent être mobilisés et les dates sont au choix de l'employeur pendant la période de suspension de l'activité lorsqu'il y a mise en place d'un système d'activité partielle. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que s'agissant des modalités de mise en place, on n'est pas du tout obligé et contraint d'en avoir un accord collectif pour cela. Vous pouvez procéder par décision unilatérale. Donc, vous faites le choix de mobiliser ces congés. Vous avez simplement, si vous avez un CSE, l'obligation d'en informer le CSE par tout moyen, en urgence. En revanche, l'avis du CSE, parce que si vous le consultez, il doit nécessairement rendre un avis, ce n'est pas qu'une information, vous devez le consulter, pardon. Eh bien, cet avis peut être rendu sous un mois. Donc, vous avez la possibilité de mettre en place ce système sans même attendre que le CSE se soit prononcé, et il n'a pas à rendre un avis favorable. Il peut très bien rendre un avis défavorable. Vous avez des conditions et des limites dont je vous ai déjà parlé, limite de 10 jours jusqu'au 31 décembre 2020. C'est la date à laquelle ce régime dérogatoire devrait prendre fin. Et vous devez respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc. Alors, petit exposé également sur ce que vous pouvez faire pour augmenter le temps de travail, limiter les temps de repos. Je vais aller assez vite parce que je ne suis pas sûr que cela concerne la grande majorité d'entre vous. L'article 6 de l'ordonnance, enfin, d'une des ordonnances du 23 mars 2020, la numéro 2020-323, autorise les entreprises relevant de secteurs d'activité particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation et à la continuité de la vie économique et sociale à déroger, jusqu'à la fin de l'année, aux durées maximales de travail légales et conventionnelles. Nous avons, et nous sommes encore, enfin, nous avons attendu longtemps le décret, nous sommes encore, à ma connaissance, en attente de ce décret qui n'est toujours pas sorti. La ministre du Travail nous a indiqué que seraient concernés en l'état à tout le moins les secteurs de la santé et de l'agroalimentaire, et ainsi, a priori, que les secteurs de l'énergie, des télécommunications, de la logistique, des transports, de l'agriculture. Je pense aussi que les entreprises de sécurité seront peut-être également concernées, mais je n'ai pas
dispositions aujourd'hui claires sur ce point. Sachez que dans ces secteurs d'activité, c'est notamment le cas dans le secteur de la santé, hein, pour la production de masques notamment, eh bien, dans ces secteurs d'activité, il est tout à fait possible donc, de déroger à la durée quotidienne du travail maximale. On passe de 10 à 12 heures. On peut également augmenter la durée maximale hebdomadaire du travail, le travail de nuit, limiter les temps de repos entre 2 journées de travail ou entre 2 semaines de travail, etc. etc. Et cette possibilité, une fois qu'on a pris ces mesures, hein, l'employeur agit unilatéralement, eh bien, se fait ce système peut se mettre en place sans délai et par tout moyen. La seule obligation qui s'impose à l'employeur, c'est d'informer au préalable la directe et le CSE, mais encore une fois, l'entreprise ne recueillera son avis que sous un mois après. Et donc, l'employeur, là encore une fois, à la mainmise du calendrier, il peut imposer d'ores et déjà, dans le cadre d'une reprise d'activité, des règles de fonctionnement un peu différentes et demander à des salariés de travailler un peu plus, voire beaucoup plus que leur temps de travail normal. Autres mesures diverses, le télétravail est évidemment à privilégier, j'y reviendrai tout à l'heure, lorsque cela est possible après le 11 mai ou le 1er juin. Sachez qu'il peut être imposé en cas de circonstances exceptionnelles liées à une pandémie, c'est ce que nous dit le Code du travail. Pour une fois, les pouvoirs publics avaient été prévoyants, c'était expressément mentionné dans l'article de loi. Par ailleurs, sachez que l'employeur reste libre de fixer et de modifier les horaires de travail de ses salariés, alors, sauf cas spécifiques, hein, les temps partiels, sauf si les horaires de travail sont contractualisés, c'est-à-dire qu'ils sont mentionnés au contrat de travail que le salarié s'est engagé en connaissance de cause et en indiquant que, eh bien, lui ne pourrait pas travailler sous d'autres horaires. Sinon, vous avez la faculté de modifier les horaires de travail et vous avez également la faculté de demander, alors sous réserve d'un délai de prévenance qui est souvent défini par la convention collective, en moyenne c'est souvent 7 jours, mais c'est peut-être moins en cas de circonstances exceptionnelles. Vous avez aussi la possibilité de demander à vos salariés eh bien, de faire des demandes, excusez-moi, de leur demander d'effectuer des heures supplémentaires dans les limites imposées par la convention collective applicable, en leur payant évidemment les majorations, en leur accordant ensuite des temps de repos équivalents. Petit focus sur le prêt de main-d'œuvre à but non lucratif. Je vous l'indique parce que ça m'apparaît intéressant. Ça a été peu relevé dans les médias et c'est aujourd'hui une information qui est reprise par le ministère du Travail. Il est possible de convenir avec une entreprise tierce, de prêter un salarié à une entreprise tierce. C'est ce que prévoit le Code du travail. Le ministère du Travail met en ligne sur son site, les modèles de convention et d'avenant. Il faut nécessairement que le salarié soit d'accord, mais enfin, bien souvent, les salariés sont d'accord. Même s'il ne s'agit pas du tout du même secteur d'activité, et même lorsqu'il s'agit d'un transfert, c'est pas exactement le mot, mais enfin, on comprend bien le sens, un salarié entre deux entreprises qui n'ont aucun rapport entre elles, aucun lien capitalistique, aucun lien, aucun partenariat, aucun contrat. On pourrait envisager simplement qu'elles travaillent où les entrepôts ne sont pas éloignés les uns des autres, que les boutiques ne sont pas très éloignées les unes des autres. La seule condition, c'est que l'entreprise d'origine ne doit pas tirer un quelconque bénéfice de cette opération, et donc on applique tout le temps finalement le salarié que l'on a mis à disposition. Il me semble que cela peut être intéressant lorsqu'on a peu d'activité à un instant T et que l'on connaît une entreprise ou quelqu'un qui pourrait être intéressé par de la main-d'œuvre. Alors, effectivement, il n'y a pas de modification effectivement, du salaire et autres, mais ça permet un petit peu d'atténuer le coût du salarié à ne rien faire lorsqu'on ne peut pas non plus le soumettre au dispositif d'activité partielle. Petit focus également sur la gestion des absences, parce qu'à mon avis, vous allez en avoir après
le 11 mai. Vous savez sûrement que depuis le 1er mai 2020, les salariés en arrêt maladie, que j'ai appelé dérogatoire, eh bien, passent à l'activité partielle. Donc, il n'y a plus d'arrêt de la maladie qui permet une prise en charge par l'assurance maladie. Les situations visées sont strictement identiques. Les personnes comptent garder leurs enfants moins de 16 ans qui ne peuvent pas être en mesure de travailler dans le cadre du télétravail. Évidemment, c'est un parent sur deux. Bon, parents isolés, il y a moins de difficultés. Les salariés ayant une santé vulnérable, et vous avez une liste qui a été publiée hier, c'est un décret qui date du 5 mai 2020 au journal officiel, donc liste publiée hier, des personnes susceptibles d'être considérées comme dans un état de vulnérabilité, j'y reviendrai tout à l'heure, ou les salariés dont la présence à leur domicile est requise pour aider une personne vulnérable. En pratique, ce que vous devez faire, si vous n'avez pas déjà eu recours à l'activité partielle, vous devez monter un dossier en ligne, donc vous n'y couperez pas. Et si vous avez déjà un dossier en cours, eh bien vous allez associer ce salarié ou ces salariés au dispositif d'activité partielle à compter du 1er mai 2020. Pour l'instant, pour une période indéterminée, qui est nécessairement liée aussi à l'ouverture et à la fermeture des écoles, notamment, ou à l'état de santé de certaines personnes. Et donc, vous devez demander à chaque fois un justificatif, un certificat d'isolement pour les personnes vulnérables qui sera dispensé par l'assurance maladie ou plus par un médecin de ville, ou une attestation de l'établissement scolaire qui va indiquer qu'effectivement l'enfant n'est pas en mesure de reprendre l'école. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'aménagement du temps de travail. Agnès, je ne sais pas s'il y a des questions qui pouvaient intéresser nos participants ou si l'on passe tout de suite au dispositif d'activité partielle. Alors, il y a une question, Pierre. J'ai coupé la caméra pour libérer de la bande passante. Voilà, mais je vous suis très attentivement. Alors, il y a une question d'une personne qui nous demande attestation de l'établissement scolaire obligatoire ou attestation sur l'honneur du salarié. Eh bien, moi, il me semble qu'il faut une attestation de l'établissement scolaire obligatoire. Enfin, c'est plus sûr aujourd'hui. Nous avions jusqu'à présent des écoles qui étaient fermées. Et donc, on demandait aux salariés de nous fournir une attestation, non pas de fermeture liée à la fermeture de l'établissement scolaire, mais une attestation indiquant qu'ils étaient seuls à la maison à pouvoir garder leur enfant, et que leur conjoint, concubin, enfin peu importe, ou mari ou épouse, ne pouvaient pas travailler de chez eux. Donc, c'était cette attestation que l'on demandait jusqu'à présent. Je pense et je préconise plutôt de demander une attestation effectivement de l'établissement scolaire. D'accord, c'est très clair. Alors, j'ai une autre question sur ce même sujet. Si l'école ouvre, vous n'avez pas compris la question. Si l'école ouvre, le maire ne donne pas d'attestation. Comment faire? Bon. Si vous comprenez la question, Pierre, je vous laisse y répondre. Sinon, je vais demander à la personne si elle peut simplement un tout petit peu préciser la question. Je pense comprendre la question. Je vous laisse. Mais enfin, en tout cas, je vais essayer de le ce n'est pas au bon vouloir du salarié. Certains pourraient effectivement être tentés, c'est malheureux, mais enfin bon, le cas de figure s'est déjà présenté à moi, de ne pas reprendre leur travail et de continuer à garder leurs enfants. Malheureusement, ça n'est plus aujourd'hui la règle. Si l'école est ouverte et que eh bien, l'enfant peut reprendre l'école, il doit reprendre l'école. C'est ainsi. Et le salarié doit reprendre son poste. Voilà. C'est comme ça que je comprends la question. Oui, c'est aussi comme ça que je la comprenais. C'est en ce sens qu'il faut une attestation de l'établissement scolaire. Il n'y a que le maire qui décide. Vous avez des écoles privées, des établissements privés, des établissements publics, donc plusieurs types d'attestations finalement. Après, il faut faire preuve de pragmatisme et s'adapter. Bon, et puis on connaît aussi chacun nos salariés. Mais voilà, il ne faut pas forcément abuser, j'y reviendrai, du dispositif d'activité partielle aussi. Et donc, de ce point de vue-là, un employeur pourrait être à risque en soumettant un certain nombre de personnes alors qu'ils n'y ont pas droit.
Tout à fait. De toute façon, on va bien revenir là-dessus. Il y a un autre sujet, je préviens la personne sur le droit de retrait, ça va être traité un tout petit peu plus tard, donc je ne pose pas la question tout de suite. Par contre, là, on a une question dans le cas des personnes vulnérables qui étaient en arrêt jusqu'au 30 avril et ont basculé au 1er mai en activité partielle. Oui. Est-il possible de les faire reprendre le travail si le médecin est OK? Et quelles conditions pour cela? Arrêt, voilà, OK. Alors, Oui. je pense aussi comprendre la question. Les personnes vulnérables n'ont pas l'obligation de s'arrêter et peuvent continuer à travailler. Le texte paru hier indique bien que ces personnes vulnérables peuvent être soumises au dispositif d'activité partielle à compter du 1er mai. Donc, ça n'est pas une obligation. Une personne vulnérable qui se sentirait en capacité de travailler n'a dans ces cas-là pas à fournir de certificat d'isolement et indiquer simplement à son employeur qu'elle entend travailler. C'est tout. Ensuite, on ne peut pas l'imposer. On ne peut pas l'imposer. Alors, si un salarié a déjà un arrêt de travail pour une période plus longue, là, effectivement, un arrêt de travail pour 2 mois, par exemple, qui lui aurait été délivré au début du mois d'avril, là, effectivement, ça pose un souci et je pense qu'il faut un certificat de reprise établi par le médecin. D'accord. Oui, parce qu'il serait délicat de faire reprendre un salarié qui a été, mais là, dans ces cas-là, on n'est plus dans un arrêt de travail. Donc, il a été transmis, faire attention à cela. Oui. D'accord. Alors, c'est très clair. La personne vous remercie d'ailleurs, Pierre. C'est très clair, merci. Alors, je prends une autre question. Alors, sur l'école, ça pose quand même pas mal de questions. Si l'école n'ouvre que partiellement, soit 2 jours par semaine, peut-on mettre en mi-temps la personne? Et j'ai une autre question, arrêt de travail ou arrêt maladie? Arrêt de travail ou arrêt maladie pour un salarié dont l'enfant ne peut pas aller à l'école car école fermée au 11 mai. Alors, on va peut-être répondre à la question si on y arrive. Si l'école n'ouvre que partiellement, 2 jours par semaine, est-ce qu'on peut la mettre à mi-temps? Il me semble que oui. Et ça paraît très logique. La mettre à mi-temps d'activité partielle. Vous savez, l'activité partielle, c'est un régime en réalité qui porte mal son nom. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas changé, mais enfin bon, l'activité partielle à 100% et l'activité partielle à temps partiel. On serait dans ces cas-là précisément dans le cadre d'un salarié qui peut travailler 2 jours par semaine ou 3 et qui, la moitié du temps, serait en activité partielle. Donc oui, on peut mixer. On peut mixer à mon sens. Mais effectivement, si vous justifiez que l'école est fermée via une attestation auprès de votre employeur, eh bien, vous pouvez être mis en activité partielle, si je comprends bien ce que vous dites. Non. Si, allez-y, excusez-moi. Ça bugué. Donc, pour résumer le propos, si l'école est fermée, si l'école est fermée qu'on en justifie, voilà, activité partielle possible pour le salarié. Oui, alors attention, il faut faire attention à une chose, il faut qu'il ne soit pas non plus en mesure de télétravailler. Mais je pense qu'il y aura un peu plus de... Tout à fait. Alors, on peut y aller si vous voulez, on peut continuer, on avance un petit peu. On va basculer sur l'activité partielle. Voilà, il y a des questions qui commencent à être posées sur le chômage partiel, donc je vous laisse, Pierre. Je vois qu'il y a pas mal de questions, donc je vais essayer d'avancer vite parce que je vous laisse. Mon exposé est assez dense et de toute façon, vous pourrez ensuite le lire tous plus en détail. Alors, mise en œuvre du dispositif et renouvellement de la demande d'activité partielle. Vous connaissez tous, enfin en tout cas nous avons tous été confrontés à divers degrés au dispositif d'activité partielle depuis maintenant 2 mois. Donc, je ne vais pas revenir sur... je vais m'attacher à l'essentiel et à ce que je considère comme nouveau ou particulièrement important aujourd'hui. Alors, le motif rappelle des dispositions essentielles qui, pour certaines, ont changé. Le motif du recours, c'est toujours circonstances exceptionnelles, choix coronavirus. Ça vous parlera si vous avez déjà eu à l'écran à remplir votre dossier. Attention, cela ne vous dispense pas de bien motiver la demande. Ça n'est pas parce que nous étions en période de confinement que nécessairement vous étiez en droit de soumettre vos salariés au dispositif d'activité partielle. Vous faites peut-être l'objet d'une fermeture administrative, ou alors vous avez constaté une baisse d'activité, une baisse de chiffres, et dans ces cas-là, vous devez l'indiquer, vous devez expressément l'exposer dans votre demande.
c'est important. Et vous devez également le faire dans le cadre de l'avenant, j'y reviendrai, que vous devrez le cas échéant régulariser ou d'une nouvelle demande. Cela sera d'autant plus important pour les périodes à venir, puisque dans le cadre d'une reprise, les entreprises seront incitées à redoubler d'efforts et donc à travailler plus qu'avant. Et donc dans ce cadre-là, je pense que les directs seront beaucoup plus regardants sur les dossiers. Il y en aura peut-être d'ailleurs aussi moins à traiter. Donc attention à la motivation. Le contingent d'heures indemnisables, il est passé à 1607 heures par salarié jusqu'à la fin de l'année. 1607 heures, c'est l'équivalent d'un temps plein, hein, un salarié soumis aux 35 heures. Donc finalement, ça pourrait couvrir toute l'année. On est allé jusqu'au maximum. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est un droit. Et vous pourriez aujourd'hui formuler une demande d'ailleurs d'activité partielle, de renouvellement, jusqu'au 31/12. Très franchement, gardez-vous de le faire, sauf si vous êtes dans un secteur d'activité sinistré. Je pèse mes mots, mais enfin, faut reconnaître que dans le domaine de la culture ou de l'événementiel, on a quand même très peu de visibilité et on pourrait envisager effectivement des demandes sur des périodes aussi longues. Pour la restauration aussi, on peut envisager aujourd'hui des demandes qui courraient jusqu'en juillet, peut-être août, au-delà peut-être un peu moins, mais enfin, tout est envisageable en tout cas. Alors, l'employeur peut déposer la demande dans les 30 jours, ça c'est aussi une nouveauté à compter du placement du salarié ou des salariés en activité partielle. Et à défaut de réponse sous 48 heures, c'est un délai très court, la demande est réputée, l'absence de réponse dans ce délai vaut accord. Donc dans les 2 jours, vous savez, passé 2 jours, vous savez si votre demande a été acceptée sur principe. Alors il peut y avoir et il y aura, je pense, des contrôles a posteriori, j'y reviendrai. Mais vous avez une réponse quand même très rapide de la directe, ce qui est plutôt bien. Si vous avez un CSE, vous devez le consulter a posteriori. Là, vous indiquez la date à laquelle vous avez le consulté lors de votre demande de renouvellement, et vous transmettrez ensuite par voie dématérialisée ou par courrier en lettre recommandée AR s'il y a besoin, parce que parfois ça sature et ça bug, à direct l'exemplaire du procès-verbal, de l'avis rendu par le CSE, qui peut être favorable ou défavorable. Vous avez, c'est une nouveauté depuis, la possibilité de placer les salariés en activité partielle de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme. Avant, ça ne pouvait s'envisager que par équipe ou par département, ou par établissement. Maintenant, on peut individualiser le recours à l'activité partielle en privilégiant certains salariés à la reprise, en passant d'autres en activité partielle. Attention cependant, parce que l'activité partielle, elle s'accompagne d'une baisse de salaire, donc il ne faudrait pas que cela soit fait ou que ça ait pour conséquence de créer des discriminations entre les salariés. Donc faites attention à cela, mais sachez que alors vous pouvez le faire, attention, sous certaines réserves aussi. Normalement, il vous faut un accord, alors un accord d'entreprise ou un accord de branche, difficile à négocier comme je vous l'ai dit, ou alors une décision, ou alors à défaut d'une décision unilatérale prise après avis favorable du CSE. Quid de la possibilité d'avoir recours à cette répartition individualisée lorsqu'on n'a pas de CSE? Les textes restent aujourd'hui muets là-dessus. Je pense que nous aurons une précision, et à défaut de précision, on peut quand même, à mon sens, l'envisager. L'objectif quand même de la loi, enfin en tout cas des pouvoirs publics, étant certes de faire et d'avoir permis une prise en charge de la grande majorité des salariés, mais aujourd'hui de redémarrer l'activité. Donc je vois mal comment on pourrait reprocher à un salarié d'avoir à mixer entre des salariés qui travaillaient et d'autres qui ne travaillaient pas pour précisément redémarrer l'activité. Donc dans le cadre d'un contrôle a posteriori, je vois mal comment on pourrait vous reprocher d'avoir fait une répartition un peu distincte entre les salariés, à condition encore une fois que ce ne soit pas discriminant pour certains. Vous avez dû donc tous régulariser des demandes initiales. Aujourd'hui, plutôt que de former ou régulariser une nouvelle demande, c'est assez contraignant, et dans le cadre d'une nouvelle demande d'activité partielle, vous l'avez peut-être constaté, on est soumis à un certain nombre d'obligations, notamment de maintien dans l'emploi. Petite discrétion, aujourd'hui, il n'est aucunement interdit
de procéder à des licenciements pour motifs personnels ou pour motifs économiques. Et dans cette perspective, certes malheureuse, mais je pense que nous pas quand même, dans cette perspective, il vaut mieux peut-être éviter de prendre trop d'engagements à l'égard des pouvoirs publics. Et donc, plutôt que de former une nouvelle demande, vous pouvez compléter votre demande initiale par voie d'avenant. Vous avez une rubrique dans le menu déroulant à gauche, enfin ça doit parler à certains, enfin, du moins je l'espère, vous pouvez faire une demande d'avenant et donc dans le cadre de cette demande d'avenant, vous demandez un complément d'heure ou vous étalez ou vous demandez une prolongation de la prise en charge au titre de l'activité partielle pour un nombre d'heures qui reste également à déterminer en fonction des salariés. Les salariés susceptibles d'être soumis au dispositif a été largement étendu. Je ne vais pas revenir en détail, vous avez tout ça à l'écran. Retenez que pour les salariés en forfait jour, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, eh bien, il est désormais possible de les soumettre à l'activité partielle, aussi bien en cas de réduction de l'horaire de travail qu'en cas de fermeture temporaire de tout ou partie de l'établissement. Les cadres dirigeants aussi, alors là pour le coup, uniquement lorsqu'il y a une fermeture de l'activité partielle, fermeture de l'entreprise, peuvent être soumis au dispositif d'activité partielle et divers salariés en contrat d'apprentissage, de professionnalisation peuvent être aussi, ou d'autres cas de figure, intérimaires évidemment, en portage salarial, peuvent être soumis au dispositif d'activité partielle. Évolution des conditions d'indemnisation. Alors, en préambule, je vous dirais simplement que ces conditions d'indemnisation, elles sont amenées à évoluer dans un avenir plus ou moins proche. Je doute qu'elles évoluent au mois de mai, mais on ne sait jamais. Il y a eu déjà des annonces au ministère de l'économie et au ministère du travail qui laissent à penser qu'au 1er mai, les conditions d'indemnisation seront revues. Je n'en sais rien, donc je ne vais pas vous dire quelles mesures elles seront revues. Là, je vous donne et je vous expose des conditions d'indemnisation à date. Nous verrons si elles évoluent dans un sens ou dans un autre. Cela sera à mon sens délicat parce que les entreprises resteront soumis à un arrêté de fermeture et je ne vois pas pourquoi les salariés seraient moins indemnisés ou les employeurs seraient ensuite moins indemnisés par l'État dans ce cas de figure alors qu'ils ne peuvent pas du tout reprendre d'activité, mais nous aurons sûrement l'occasion d'en reparler. L'indemnité versée par l'employeur aux salariés. Vous savez que c'est le mécanisme qui est en deux temps. D'abord, l'employeur va verser une indemnité à son salarié, puis ensuite il va demander le remboursement de l'indemnité versée, en tout ou en partie, à l'État. S'élève toujours à 70% du salaire brut, ça représente à peu près 84% du net. Et la base retenue, c'est bien l'indemnité, enfin le salaire déterminé ou la moyenne de salaire déterminée pour calculer l'indemnité de congé payé avec le taux horaire. Le plancher correspond au SMIC, donc c'est 8,3 euros. Et cette indemnité, elle est exonérée de toute cotisation sociale et contribution sur les revenus d'activité, dans certaines limites, ce qui n'était pas le cas jusqu'à mi-avril, 1er mai, jusqu'au 30 avril 2020. Nous avons désormais un plafond horaire de 31,97 euros. Au-delà de ce plafond horaire, vous devez payer des cotisations, vous devez indemniser les salariés, toujours à hauteur de 70% de la brute, mais payer des cotisations. Cette indemnité, elle est soumise aussi de manière résiduelle à CSG et CRDS, et elle est prise en charge donc rétroactivement à 100% par l'État, également sous un plafond égal à 4,5 fois le SMIC. Au-delà, il n'y a pas de prise en charge et c'est à la charge de l'employeur. Et elle est assujettie aussi à l'impôt sur le revenu. C'est important peut-être de le rappeler aux salariés. Sachez que vous avez toujours la possibilité de compléter cette indemnité. Et d'ailleurs, certaines conventions collectives, et c'est le cas notamment de la convention collective SYNPEC le prévoit, sous condition d'ancienneté. Vous devez parfois appliquer un taux plutôt proche de 80, 90, 95% pendant un certain nombre de jours ou un certain nombre de mois. Et puis, vous avez la possibilité aussi de compléter unilatéralement. Puis, dans un second temps, comme je vous l'ai déjà dit, vous êtes indemnisé par l'ASP, l'Agence de services et de paiement. Ça n'est, sans être complexe, pas évident. Et je pense que pour toutes ces démarches-là, je l'espère, vous êtes assisté d'un expert comptable qui bien souvent maîtrise ce sujet. Un conseil, mais je tâcherai si besoin de répondre à vos questions tout à l'heure. Attention, vous avez un peu de temps, mais enfin, il faut quand même retenir cela.
Vous avez 1 an pour solliciter, alors vous demandez tous les mois une prise en charge, mais vous avez 1 an pour solliciter cette prise en charge par l'État. Quelques cas particuliers, prime, commission, pourboire soumis à cotisation, les salariés percevant un variable, eh bien, on tient compte précisément de ces variables dans l'indemnisation, c'est important. C'est également le cas pour les représentants passiers, les VRP, des dispositions spécifiques ont été prévues en ce sens, tout est détaillé dans mon exposé. Cas particulier aussi les salariés au forfait, parce que comment déterminer le nombre d'heures, hypothèse de réduction du temps de travail, je vous ai mis et vous ai exposé le détail. C'était somme toute assez attendu quand même, 3h30 pour une demi-journée de travail, 7 heures par jour de travail, 35 heures pour une semaine. On se cale finalement sur ce qui est prévu pour les salariés soumis à des horaires de travail. Précision aussi importante parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces là-dessus et j'ai même écrit là-dessus. Les heures supplémentaires structurelles sont bien indemnisées par l'État dès lors qu'elles sont prévues par un accord collectif d'entreprise visé par la convention collective applicable ou si elles résultent de conventions annuelles de forfait en heures portant sur une durée légale de travail supérieure à la durée légale. Je vise là eh bien, les heures effectivement supplémentaires qui sont plus que contractualisées, sont imposées par la convention collective, enfin imposées en tout cas prévues par la convention collective applicable au secteur de la restauration. On a bien une prise en charge de ces heures et une indemnisation de ces heures supplémentaires structurelles, mais ce n'est pas le cas par exemple dans d'autres secteurs d'activité où vous auriez convenu en contrat de travail de faire travailler un salarié 35 heures par semaine. Vous pouvez toujours tenter le coup, mais enfin, vous pourriez avoir des directs, parce que les positions des directs ne sont pas très claires non plus. En province, certaines directs ont accepté, et puis à Paris, ça a pu être refusé. Ces heures supplémentaires contractuelles ne sont a priori pas prises en charge, en tout cas, c'est ce que nous indique le ministère du Travail. Sur les droits acquis, précision aussi intéressante, le salarié acquiert des congés payés pendant toute la période d'activité partielle. Il cumulera également des droits à la retraite de base. Alors, les retraites complémentaires, pardon, les droits à la retraite complémentaire, c'était déjà le cas, mais pour la retraite de base, il y avait effectivement un souci et il manquait quelque chose. A priori, nous devrions avoir confirmation de cela courant de semaine prochaine, d'un décret ou d'une ordonnance. En revanche, les salariés soumis à un forfait jour ne cumulent pas de RTT. Et s'agissant de la prévoyance et autres avantages de cette nature, il faut faire attention et se rapprocher par précaution de vos organismes afin de s'assurer que les salariés sont bien couverts pendant toute cette période et éviter de mauvaises surprises. Évolution à venir au 1er juin, j'en ai déjà dit quelques mots tout à l'heure. Alors, quelques mots également sur les contrôles à venir et les sanctions éventuelles. Demande d'activité partielle, alors les demandes aujourd'hui n'ont pas fait d'objet de contrôle, elles pourront le faire demain a posteriori. Pour rappel, un salarié en cas d'activité partielle totale ne peut pas travailler et en cas d'activité partielle à temps partiel, il faut définir des horaires de travail stricts avec des plages horaires de disponibilité. Faites attention à cela. Les sanctions ne sont pas neutres parce qu'au-delà d'avoir à rembourser les indemnités que vous auriez pu percevoir, vous pourriez, plutôt l'entreprise, faire l'objet de poursuites pénales par ses dirigeants ou d'un redressement par l'URSSAF, voire de poursuites pour travail dissimulé par des salariés. Donc, faites attention à cela. Agnès, je suis à votre disposition pour répondre aux questions éventuellement de nos participants avant de... Oui, il y a effectivement quelques questions, Pierre, alors je vais les poser. Il y avait des questions sur ce dont vous venez de parler, à savoir les droits acquis. Pouvez-vous préciser le traitement de la prévoyance dont la cotisation est calculée habituellement brute? Je lis la question jusqu'au bout. Faut-il soumettre l'allocation d'activité partielle à cette cotisation? Je ne sais pas si vous pouvez y répondre. Je vous pose une autre question sur les droits acquis. Quid des trimestres de retraite si pas de charge? Dans la période de chômage partiel, avons-nous cotisé à la retraite? Et si oui, cotisation, entre guillemets, cotisée ou validée?
voyez, c'est ce type de questions. Je ne sais pas si Oui, vous oui. pouvez Alors, y en fait, répondre. toutes ces questions sont liées au dernier sujet que nous Oui, tout à fait. sur les droits acquis, Oui, où il y a beaucoup de flou sur ces questions parce qu'on a mis tout le monde en activité partielle sans vraiment s'en préoccuper, et le ministère du Travail en premier. De vous dire qu'on doit soumettre les indemnités à cotisation, je ne le pense pas. Ça générera des droits à la retraite, mais je ne sais pas encore comment. Les modèles devraient être définis, je l'espère, la semaine prochaine. À mon avis, on validera plutôt des trimestres sans cotiser. Il n'y aura pas de cotisation à valoir. S'agissant de la prévoyance, il faut voir ça avec chaque organisme. Mais soumettre à cotisation des indemnités me paraît également difficile à mettre en place. En revanche, on pourrait envisager une prise en charge, même partielle, par le salarié. Mais il faut voir ça avec chaque organisme. d'accord. Alors, une autre question qui a été posée 2 fois, je crois. Comment reporter la date initialement prévue de fin de chômage partiel sur le site ASP Par voie d'avenant. par voie d'avenant? Alors, ASP, c'est pas l'agence de paiement. Non, c'est pas l'agence de paiement. Donc, lorsque vous avez déjà fait une demande au titre de l'activité partielle avec une date rapprochée, Ouais. donc ça allait peut-être que tout cela allait s'arrêter au 11 mai ou voire au 30 avril, vous avez la possibilité, comme je vous l'ai dit, de compléter votre demande par voie d'avenant et donc de prolonger ou proroger votre demande par voie d'avenant. Et donc, vous allez demander de nouvelles heures de prise en charge, une prise en charge pour un certain nombre d'heures pour une période à venir. Voilà. Donc, par voie d'avenant, vous avez la possibilité de compléter par voie d'avenant. La personne dit par voie d'avenant, c'est-à-dire Eh bien, sur le site internet, menu déroulant à gauche, vous avez une rubrique avenant. Alors, je à l'écran, mais je pense que ça parlera à la personne si elle a pu faire sa demande en ligne. Vous avez la possibilité en ligne directement d'avoir une demande d'avenant. Très clair. Cette personne vous remercie. Question. C'est assez intéressant. Pardon ? Petit aparté, même si on n'a pas tant de temps que ça, mais cette rubrique n'existait pas. Et donc, on pouvait se demander justement comment faire. Et là, on a bien une rubrique avenant. D'accord, question donc légitime. Question qui revient aussi, si je fais revenir un salarié le 11 mai et que finalement la reprise d'activité n'est pas au rendez-vous, est-ce que je peux le remettre en chômage partiel en juin, par exemple? Question qui est liée, avant de vous laisser répondre, j'avais une même question. Qu'en est-il, un petit peu lié, hein, qu'en est-il pour les fleuristes? Peut-on faire une demande, alors là, jusqu'à la fin de l'année, 31 décembre 2020? Donc, c'est pas faire une nouvelle demande, mais c'est faire une demande qui court jusqu'à la fin de l'année, même si finalement, on ne l'utilise, entre guillemets, que ponctuellement. Effectivement, l'aléa qui pèse, l'incertitude sur les activités. Évidemment, tout est possible, mais dans ces cas-là, je vous dirais et je conseillerais à tout le monde de faire une demande au 31 décembre 2020 pour le nombre d'heures maximum. Mais ça ne me semble pas justifié et ça serait, à mon sens, inciter la directe à contrôler le dossier. Il y a eu des expériences malheureuses et certaines entreprises sont d'ailleurs dans le collimateur. Amazon s'est vu refuser sa demande d'activité partielle alors que par ailleurs on lui interdisait d'exploiter ou d'ouvrir ses entrepôts, de commercialiser un certain nombre de produits. Il y a d'autres entreprises de taille beaucoup plus réduite qui se sont vues aussi refuser l'activité partielle parce qu'elles en ont fait la demande immédiate, dans le secteur de la livraison ou autre, donc il faut faire attention. Tout est envisageable, mais là, pour le coup, je n'ai pas de réponse précise à donner. Je trouve un peu peut-être excessif de faire une demande jusqu'au 31 décembre 2020 pour un nombre d'heures très important. Et évidemment que l'on peut mixer. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous demandez la prise en charge de 10 000 heures que demain, vous allez mettre vos salariés en activité partielle précisément pour 10 000 heures. Vous n'en aurez peut-être que 5 000 ou 5 078. Et vous demanderez une prise en charge par l'État à hauteur de ces heures déclarées. Voilà. Vous pouvez aller évidemment au-delà. Et pour répondre à la première question, vous pouvez reprendre une activité, effectivement, et puis constater quand même que dans le cadre de la gestion de l'entreprise, de la reprise d'activité, le chiffre d'affaires n'est pas au rendez-vous et que vous devez, pour survivre, à mixer avec de l'activité partielle. Je pense que vous êtes dans ces cas tout à fait légitime à le faire si vous avez fait une demande préalable en ce sens ou une demande complémentaire.
D'accord, Pierre, c'est très clair. Alors, je vais vous poser deux petites questions parce que l'heure tourne, mais c'est des sujets qui sont évidemment source de préoccupation pour tout le monde. L'avenant est-il soumis à autorisation? Si oui, délai de 48 heures. L'avenant dont on a Euh, parlé tout à l'heure. oui, oui, il est soumis à autorisation. Ok, Le texte ne nous dit rien sur le délai, mais pour ma part, j'ai déjà eu des dossiers qui ont été expressément validés justement sous 48 heures, un peu sous le même modèle que les demandes initiales. d'accord. Tendance Ok. à considérer que ce délai s'applique aussi. On est, voilà. Doit-on communiquer au préalable le nombre d'heures d'activité partielle prévues aux salariés? Si oui, peut-on ajuster à la hausse ensuite ou à la baisse? Euh, Voilà, j'ai une autre question qui est dans la même veine. Alors, lorsqu'on saisit les salariés, j'imagine lorsqu'on informe les salariés, le taux horaire. Alors, lorsqu'on saisit les salariés sur le site, sans doute le taux horaire demandé sur le site est le salaire brut ou le oui. montant de l'indemnité? Alors, vous avez différentes rubriques. Donc, à un moment donné, vous allez indiquer le salaire brut et puis aussi le montant de l'indemnité. D'accord, ok. Vous avez, c'est un tableau, d'ailleurs, pour une entreprise d'une taille relativement importante, vous pouvez directement enregistrer un tableur Excel via le site. Ok, Vous avez différentes rubriques. Ça n'est pas évident. Hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça n'est pas évident. Donc, d'accord. vous devez renseigner toutes ces rubriques et faire attention. Mais in fine, vous devriez parvenir à un résultat qui correspond à ce que vous avez versé au titre de l'activité partielle à votre salarié. D'accord. Tant que vous n'avez pas ça, vous devez corriger votre copie pour éviter d'avoir une prise en charge moins importante que ce que vous avez payé. Ok. Je me souviens plus de la première question que vous m'avez posée. Doit-on communiquer aux salariés Vous devez informer les salariés au fur et à mesure. le nombre d'heures d'activité partielle? Ça peut effectivement changer. Vous pourriez très bien dire aujourd'hui à un salarié, eh bien écoutez, on va rester en activité partielle, pendant, et puis on va voir comment ça se passe pendant 2 semaines. Et puis ensuite, mixer différemment, en soumettre certains à taux plein et puis d'autres à zéro parce qu'ils n'ont pas les mêmes fonctions dans l'entreprise. Donc oui, vous pouvez mixer et vous pouvez revenir sur ce que vous avez indiqué aux salariés. Alors, il n'existe pas, à proprement parler, d'information préalable des salariés, comme parfois on peut l'entendre au sens juridique du terme. Mhm. Je ne vois pas comment on peut s'en passer. D'accord. Mais ça peut évoluer, ça n'est pas gravé dans le marbre. Hein. Je vais vous laisser continuer, Pierre, parce qu'on aborde la troisième partie qui est très importante. Pour les personnes auxquelles on n'aurait pas répondu, je crois qu'on a été relativement exhaustif. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Hein, je pense que vous trouverez mon mail facilement sur le site. J'essaierai de vous trouver la réponse, de vous apporter une réponse. Et on ne peut pas répondre là tout de suite à toutes les questions. On est contraint par le temps. Voilà, merci beaucoup. Oui, c'est un sujet très dense. Alors maintenant, la santé et sécurité des travailleurs. L'obligation générale de l'employeur, je sais que c'est un sujet qui vous intéresse tous, qui nous angoisse un petit peu, tous, collectivement, il faut bien le reconnaître, parce qu'on ne sait pas comment les choses se dérouleront lundi prochain et après. Sachez de manière générale que l'employeur, mais enfin, c'était déjà le cas avant la crise sanitaire, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de la santé et de la sécurité de son personnel. Ça résulte des dispositions du Code du travail. Et à ce titre, et à minima, dans la période actuelle, de manière générale, vous devez évaluer les risques. Vous allez évaluer les risques en y associant le CSE, le Comité social et économique, plus précisément la Commission santé et sécurité, si vous l'avez mis en place. Et vous allez mettre à jour votre DUER, votre document unique d'évaluation des risques. C'est très important dans le cadre d'une éventuelle action en responsabilité ensuite dont vous pourriez faire l'objet. De la même manière, vous devez former, même au port du masque, vos salariés, les informer par tout moyen des consignes que vous mettez en place au sein de l'entreprise, par voie d'affichage, par l'envoi d'emails, par guide remis contre décharge. Alors, ce n'est pas une décharge de responsabilité. En revanche, vous pouvez avoir un document signé par les salariés indiquant qu'ils ont bien reçu soit du matériel, soit des consignes claires à appliquer et à respecter dès lors qu'ils se déplacent dans l'entreprise, qu'ils sont amenés à reprendre leurs fonctions et à se déplacer dans l'entreprise, voire chez les clients. Et vous devez aussi vous assurer du respect des consignes et sanctionner les manquements
Je pense que si vous avez des salariés récalcitrants alors que vous imposez le masque, j'y reviendrai, n'hésitez pas à les sanctionner. Les risques sont trop importants et les circonstances trop graves pour qu'il y ait un quelconque laisser-aller là-dessus. C'est mon point de vue. Hein. Après, il faut aussi savoir raison garder, mais enfin, n'hésitez pas à les sanctionner. Hein. J'imagine très bien qu'un salarié qui refuserait de porter un masque, de se laver les mains et qui n'en aurait que faire des consignes de sécurité ou de santé, eh bien, puisse même être licencié pour ces motifs-là, à condition qu'on puisse évidemment le démontrer. Alors, mesures particulières dans le cadre du déconfinement. Premier rappel important, les entreprises en capacité de maintenir le télétravail doivent le faire. C'est une préconisation, plus qu'une préconisation d'ailleurs, c'est même un impératif pour le ministère du Travail. Il ne faut pas l'oublier. Et je pense que dans ce cadre-là, l'entreprise doit également tenir compte des salariés qui seraient en situation de vulnérabilité avec un risque médical connu. Ces personnes-là doivent être aujourd'hui protégées et autant les inciter dans ces cas-là, si possible, à travailler de chez elles. On oublie l'activité partielle, on parle de salariés qui peuvent dans ces cas-là travailler. Donc, on maintient le télétravail à 100% ou à moins, mais autant que faire se peut, on essaie de faire travailler les salariés de chez eux. Si vous réouvrez les locaux, eh bien, vous allez vous référer au protocole de déconfinement. On vous en a parlé tout à l'heure. C'est un document assez dense, qui fait près de 50 pages, mais je pense que vous devez chacun le lire. Et vous devez également vous référer aux fiches conseils. Alors, je vais vous faire un exposé bref tout à l'heure, mais aux fiches conseils par métier ou par secteur d'activité. Aujourd'hui, environ 60 fiches. Tout ça est accessible du site du ministère du Travail. Hein. Et c'est assez important parce que, ces documents sont importants parce que Muriel Pénicaud a rappelé à plusieurs reprises que ces fiches conseils métiers avec les recommandations sanitaires pourraient être opposables en cas de contentieux. Donc, si vous y référez, vous êtes protégé. Vous protégez vos salariés, mais je pense que vous vous protégez également d'actions éventuelles en responsabilité. N'hésitez pas à solliciter les centres de santé au travail, la médecine du travail, qui sont là pour vous conseiller. Certains d'entre vous ont déjà dû recevoir, je pense aussi, des livrets, enfin du moins je l'espère. Et vous pourriez aussi, petit aparté, avoir un intérêt, si vous sentez ou si vous vous sentez un peu en danger, à faire constater par l'huissier que vous avez mis en place des mesures. Hein. Vous faites établir par l'huissier un constat à date et vous conservez tous les justificatifs aussi des achats que vous avez pu effectuer. Vous constituez un dossier, vous conservez les preuves, vous prenez des photos, etc. etc. N'hésitez pas à le faire. Une fois que c'est fait, au moins, vous êtes plus tranquille. Alors, sur l'aménagement des locaux, et plus rapidement, vous avez dans l'intervention l'aménagement des locaux et puis ensuite l'aménagement des postes de travail. Je ne fais là que rappeler quelques règles du protocole de déconfinement et des fiches conseils. Hein. Donc d'abord, vous devez rappeler les gestes barrières élémentaires. Vous devez revoir l'organisation des espaces de travail et des conditions de circulation. C'est assez contraignant, mais attention à essayer autant faire se peut d'encadrer et de respecter les distances entre les personnes. Vous devez également nettoyer vos locaux régulièrement, aménager les lieux de pause, la circulation des salariés, etc. etc. En résumé, établir une liste des bonnes pratiques que vous allez communiquer à tous vos salariés. Contrôle de température et tests de dépistage. Alors, les tests sont exclus. Hein. C'était un moment dans l'air du temps, mais enfin, d'autres pays le pratiquent, mais nous en sommes quand même assez éloignés. Donc, les tests sont exclus, aussi bien les tests de dépistage que les tests de sérologie, hein, qui déterminent si un salarié est immunisé, une personne est immunisée ou pas. Contrôle de température, c'est envisageable, mais enfin, il faut le faire déjà avec l'accord du salarié, que dans certaines circonstances et que dans l'hypothèse quand même où ce contrôle de la température, parce que c'est quand même assez intrusif, hein, est proportionné à l'objectif recherché. Donc faites attention à cela. Quid des personnes vulnérables, informations spécifiques, je pense que oui, j'en ai dit 2 mots tout à l'heure. Vous devez les informer spécifiquement qu'ils ont la possibilité, le cas échéant, d'être soumis au dispositif d'activité partielle. Aménagement des postes de travail, vous devez aménager les bureaux. Vous devez, le cas échéant, équiper
vos salariés de protection individuelle, mais ce n'est pas aujourd'hui une obligation, sauf pour quelques métiers. Donc, je vous l'indique dans mon déroulé. Quelques situations particulières où là, on a des obligations renforcées, c'est lorsqu'il y a des contacts avec la clientèle, lorsque vous êtes en visite ou que vos salariés sont en visite chez les clients, lorsqu'ils utilisent plutôt un véhicule de service. Vous devez penser à tout cela. Et vous devez également mettre en place un protocole de prise en charge d'une personne qui présenterait des symptômes, l'écarter immédiatement de son poste du travail, vous mettre en relation avec la médecine du travail. S'il n'y a pas de symptômes trop graves, l'inviter à rentrer chez elle, sinon contactez le SAMU, mais votre centre de santé vous indiquera tout cela. Alors j'en ai terminé sur l'aménagement, vous voyez l'aménagement des locaux, l'aménagement des postes de travail. Vous voyez que mon déroulé, plutôt mon exposé est assez dense, hein, vous pourrez vous y référer, vous le recevrez un peu plus tard dans l'après-midi. Focus rapide sur le droit de retrait. Alors un salarié, c'est un droit individuel, peut toujours considérer que les mesures mises en place ne sont pas suffisantes, mises en place par son employeur ne sont pas suffisantes, et demander dans ce cadre-là, plutôt dénoncer un danger grave et imminent, il ne va pas venir travailler. Si vous pouvez justifier de mesures mises en œuvre, vous pouvez vous opposer à ce droit de retrait. Dans ces cas-là, vous le priverez son salaire, quitte à ce que lui ensuite engage une action pour demander le paiement de ce salaire. Dans le cas contraire, si effectivement il y a risque grave, le droit de retrait apparaît parfaitement justifié, et dans ces cas-là, vous ne pourrez pas le priver de son salaire. Vous ne pouvez pas le sanctionner pour avoir fait l'exercice justifié ou injustifié de son droit de retrait, sauf abus. Effectivement, si vous êtes en mesure de démontrer que tout a été fait, que vous pouvez en justifier, et que le salarié ne travaille pas pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines ou 4 semaines, dans ces cas-là, à un moment donné, vous pourriez, à son égard, prendre une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Dans cette hypothèse, je vous recommande quand même d'être conseillé par un expert comptable ou un avocat, parce qu'il faut faire attention. Et le salarié a évidemment tout le temps la possibilité de contester la mesure dont il a fait l'objet. Alors, les risques encourus, très rapidement, l'administration a son rôle à jouer, peut contrôler. Ça a été le cas par exemple chez Amazon, ça a été le cas chez Carrefour Market, ça a été le cas aussi à la Poste. L'administration a considéré que les mesures n'étaient pas suffisantes et a dès lors invité les entreprises à revoir leur copie. Pour Amazon, le tribunal judiciaire de Nanterre, puis ensuite la Cour d'appel de Versailles, on allait beaucoup plus loin en leur interdisant de commercialiser un certain nombre de produits. Je tiens à votre disposition les différentes décisions rendues dans différents contentieux. Vous pourriez très bien avoir une visite de l'administration, ce qui n'est en soi pas un problème si vous avez mis en place un certain nombre de mesures. Au contraire, vous aurez dans ces cas-là, vous pouvez justifier puisque l'administration est passée, vous indiquez qu'il n'y avait pas de difficulté. Les représentants du personnel peuvent également agir et certains salariés peuvent également agir. Alors, contentieux prud'homme en réparation, si vous n'avez pas mis en place les mesures qui s'imposaient en réparation du préjudice subi, on demande de résiliation judiciaire ou de prise d'acte de la rupture du contrat de travail. C'est le contentieux de la sécurité sociale. C'est vrai qu'à un moment donné, s'il y a une maladie, reconnaissance de maladie professionnelle, alors en dehors du secteur de la santé, il n'y a pas de reconnaissance automatique de la maladie professionnelle. Et puis les conséquences de Covid-19 sont différentes pour chaque individu et elles évolueront malheureusement au cours des prochaines années. On en saura plus au fur et à mesure. Mais il n'y a pas de reconnaissance automatique du Covid-19 en tant que maladie professionnelle. Si tel était le cas, on pourrait vous reprocher de ne pas avoir pris en place les mesures de prévention nécessaires. Et donc, le salarié pourrait être amené à être tenté de faire reconnaître une faute inexcusable de l'employeur et à demander un complément de majoration, complément d'indemnité, excusez-moi. Mais enfin, ça ressemble en tout cas aujourd'hui quand même plutôt à un parcours du combattant pour lui. Quant au contentieux pénal, il reste aussi assez théorique si vous avez respecté les consignes gouvernementales, parce que je ne vois pas dès lors comment on pourrait vous reprocher quoi que ce soit. Et la difficulté première pour un salarié, pour toute personne d'ailleurs, sera de démontrer, de démontrer comment il a pu attraper le virus. Est-ce que c'est à la sphère professionnelle?
est-ce que c'est dans la sphère personnelle? Et il n'y a pas de présomption aujourd'hui d'imputabilité à la sphère professionnelle. Donc, si vous mettez aujourd'hui les consignes en place, on ne pourra, à mon sens, pas vous reprocher grand-chose. Il y a un projet de loi, enfin plutôt d'amendement en cours, qui a été déposé par les sénateurs visant à exclure toute responsabilité des chefs d'entreprise et également des élus, plus précisément les maires. Mais il est en cours de discussion et je doute que cet amendement passe, mais on en saura plus cet après-midi ou demain. Évidemment, sur toutes ces règles, je vous invite à consulter le site du ministère du Travail, à rester attentif, à écouter si vous avez la possibilité ce que nous dira notre Premier ministre cet après-midi, parce que je n'ai pas réponse à tout et ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain. Voilà. Agnès, je ne sais pas si vous voulez reprendre la parole, s'il y a des questions. Il n'y a pas énormément de questions, étonnamment. Alors, il y a une remarque, hein, c'est la question entre l'obligation de moyens et de résultats qui est assez floue à date. Alors, c'est obligation de résultats dans le sens où il faut respecter les guides, protocoles de déconfinement et guides Exactement. métiers. Hein, voilà. Mais ça reste une obligation de moyens. Alors, il faudra... Exactement. Voilà, je vous laisse répondre, Pierre, hein, c'est vous le spécialiste. Non, mais vous répondez très bien. Vous êtes en charge de faire appliquer un certain nombre de mesures et de consignes. Et de ce point de vue, vous avez une obligation de moyens. En revanche, vous ne pouvez pas quand même totalement assurer la santé et la sécurité de vos travailleurs. Et dans ce sens, ça reste une obligation de moyens de ce point de vue-là. Si un salarié tombe malade et que vous aviez mis en place toutes les mesures et consignes nécessaires, votre responsabilité n'est pas engagée. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a un flou, et d'ailleurs le ministre du Travail l'entretient entre obligation de moyens et obligation de résultats. Mais encore une fois, elle a répété à plusieurs reprises que dès lors que l'employeur respecte les consignes de sécurité, les fiches conseils et le protocole de déconfinement ainsi, alors elle rajoute ainsi que les mesures sanitaires, alors comme ça on ouvre le parapluie, mais enfin bon, il n'y aura pas de poursuite envisageable. C'est une manière à rassurer, mais de toute façon, il n'y a pas tant de poursuites que ça. Hein. Non plus, bon, on est, il faut le reconnaître aussi un peu dans le flou, parce que je ne sais pas, moi, quelles seront les conséquences de ce virus demain pour nombre d'entre nous. Donc, voilà. Tout à fait. Donc, cette dernière partie, c'est vraiment la philosophie générale de ce que doivent faire les entreprises. Il y a une question, hein, si malgré la mise en place et les informations légales transmises et affichées sur Covid-19, un employeur peut-il, alors même qu'il a effectivement mis en place tout ça, être, je cite, un mis au tribunal si un personnel est malade du Covid-19, je crois que vous y avez répondu, hein. Si l'employeur peut justifier avoir mis en œuvre tout ce qui est dans les protocoles et les guides métiers, alors le salarié aura du mal à prouver le lien de causalité entre sa maladie et la faute, ou en tout cas de l'employeur. Il y a les deux possibilités. Enfin, pour le risque pénal, il faut savoir que la plupart du temps, la procédure pénale, elle fait suite à un contrôle de l'administration, de l'inspection du travail ou de la directe. Et le dossier n'est pas tout de suite transmis au procureur, sauf en cas d'accident de travail. Mais on n'est pas dans ce cas de figure. Et donc, un jour, dans le cadre d'une visite, si l'inspecteur du travail ou la directe constate que le nécessaire a bien été été fait avec toutes les mesures imposées selon le secteur d'activité ont été mis en place, il n'y a pas de raison qu'ils transmettent ensuite un procès verbal d'infraction, quel qu'il soit, au procureur. Donc ensuite, on peut imaginer qu'un salarié porte plainte directement. Mais enfin, bon. Ouais. On va quand même pas envisager le pire, ce qui serait vraiment le... Voilà. Alors, j'ai encore deux questions. Il est 13h15 et je ne voudrais pas qu'on déborde trop. Mais voilà, il y a des questions qui sont intéressantes. Estelle qui posait la question, faut-il modifier le règlement intérieur? Faut-il le mettre à jour? Les documents à mettre à jour, est-ce que ce document-là doit aussi l'être? Alors, oui, c'est préférable. Je ne l'ai pas indiqué parce que ça n'est pas une obligation. Tout dépend de ce que vous avez dans le règlement intérieur. Mais si dans le règlement intérieur, vous évoquez un certain nombre de règles relatives à la sécurité, à la santé des travailleurs, à l'accès aux locaux, à l'accès aux salles de pause, aux salles de restauration, etc., oui, vous devez le modifier, même temporairement. Attention, le règlement intérieur, si vous le modifiez, vous devez consulter les représentants du personnel.
Et puis, toute entreprise n'a pas l'obligation d'établir un règlement intérieur. À moins de 20 salariés, vous n'avez pas l'obligation d'établir un règlement intérieur. Ou alors, vous le faites par une note de service qui vaut avenant, d'une certaine manière, au règlement intérieur. Mais dans ces cas-là, pour que cette note de service soit parfaitement valable, vous la soumettez comme au règlement intérieur, aux mêmes obligations de dépôt, donc au du conseil de prud'homme, à la directe, et vous le soumettez au CSE. Vous la soumettez au CSE s'il s'agit d'une note de service. D'accord, ok, c'est très clair. Il y avait une question, alors là, on va pas pouvoir y répondre. Y a-t-il une date limite pour favoriser le télétravail? Je crois que là, vous voyez bien, les règles sont ajustées tous les quinzaines, donc c'est très compliqué de savoir jusqu'à quelle date on va rester tous le plus possible en télétravail. Oui, le plus le moins. Hein. Moi, je vous 31 décembre, si vous voulez, ou Bah oui, oui. pas de date limite. 2040, mais je pense qu'aujourd'hui, on est... 2040, voilà, on va rester chez nous. Non, je vous pose une dernière question, puisqu'on en a discuté hier soir, et cette question m'a également été posée. Peut-on demander aux salariés s'ils sont à risque si nous n'avons pas l'information, hein, la fameuse question des personnes vulnérables? A-t-on l'obligation de leur demander de se déclarer auprès de nous, employeurs, ou bien ou non, pas? je ne le pense pas. Non, non. Si vous savez qu'un salarié est à risque, vous pouvez l'inviter à bénéficier de tel ou tel régime de protection. Autrement, vous pouvez inviter, alors pas les personnes à risque, mais n'importe quel salarié à se déclarer comme étant à risque ou à obtenir un certificat d'isolement de son médecin. Ça s'est arrêté? Non, peut-être pas. Je vous écoute là, Donc, vous pouvez inviter les salariés à se déclarer auprès de leur médecin s'ils sont vulnérables. Mais c'est simplement, c'est une invitation. Mais dans ces cas-là, c'est une information générale à l'attention de tous les salariés. Bon, je vais prendre un exemple aussi concret, pas évident, mais enfin, si je reprends le texte d'hier, les personnes de plus de 65 ans sont considérées comme vulnérables ou sont susceptibles d'être plus vulnérables que les personnes qui ont moins de 65 ans. Ça, c'est facile à savoir, hein, c'est des informations auxquelles l'employeur a accès. Une personne qui serait obèse aussi, même si on n'a pas le taux, on peut se dire qu'effectivement, elle est aussi vulnérable et à risque. Dans ces cas-là, on peut effectivement indiquer à un salarié qu'il a la possibilité de bénéficier d'un régime dérogatoire. Mais enfin, ça n'est pas une obligation. Donc, ça n'est pas à l'employeur de prendre cette décision. C'est au salarié, dans ces cas-là, de se manifester auprès de son employeur, ou plutôt parce que peu importe l'infection, un salarié n'a pas à connaître l'infection dont le salarié, de l'autre côté là, excusez-moi, je parle d'un salarié vulnérable en raison d'une maladie, connaître l'infection dont il serait victime, mais il va en informer son médecin traitant qui, lui, pourra établir un certificat qui sera remis à l'employeur. Voilà. D'accord. Diabétiques, par exemple, selon le taux, peuvent être aussi soumis à un régime dérogatoire. Mais n'est pas très intrusif ou trop intrusif. Ouais, on voit bien la complication. On va clore le webinaire. Il n'y a plus de questions. En tout cas, si encore une fois il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, je vous invite à nous écrire. La présentation sera adressée par email dans l'après-midi. Tous les autres supports sont accessibles sur notre site internet. Je remercie très chaleureusement Pierre Audigier pour sa disponibilité, ses éclairages très riches. Je vous en prie, merci. Merci beaucoup Pierre. Désolée à tous d'avoir fait un petit peu en retard, mais le sujet est dense. Du fond du cœur, la FFF vous souhaite très très bon courage pour la semaine prochaine. On sait que c'est une phase très anxiogène pour tous. Voilà, donc très bon courage pour tous ceux qui se déconfinent, qui retournent au travail. Et voilà, on reste évidemment connectés. La FFF reste en télétravail encore un petit bout de temps, mais nous serons toujours joignables comme nous sommes depuis le début. Voilà, bon courage, bon week-end à tous. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.